Voilà, on est bon. Donc, bonjour à tous et toutes de nous avoir rejoints pour ce nouveau webinaire donc, de l'incubateur du barreau. Donc, il s'agit du, si je ne dis pas de bêtises, du 3e webinaire. On va parler ce matin ensemble d'outils pour booster votre efficacité, que ce soit à distance ou même après en présentiel. Donc, pour démarrer, quelques petites informations concernant la visioconférence en elle-même. Si jamais à un moment ça coupait, notamment au bout de 40 minutes, n'hésitez pas à recliquer sur le lien que vous aviez reçu pour y accéder de nouveau. Voilà. De manière générale, quand vous suivez une visio, une bonne pratique, c'est que lorsque vous ne parlez pas, n'hésitez pas à couper votre micro pour… attendez, hop, pardon, j'admets en même temps les personnes qui nous rejoignent. N'hésitez pas à couper votre micro pour éviter toute interférence avec justement les enfants qui parlent derrière, l'appel téléphonique, enfin tout ce genre de choses. Si vous voulez poser des questions, surtout n'hésitez pas, je suis là pour y répondre au mieux que je pourrai. Pour ça, vous pouvez utiliser la conversation. Je vais la réafficher d'ailleurs pour bien les voir. Et s'il y a des choses que je ne voyais pas, n'hésitez pas d'ailleurs à me le dire, parce que j'ai plusieurs écrans, mais je jongle entre la présentation, j'essaye de vous voir, enfin voilà, je jongle entre tout ça. J'essaye de revoir le chat. Pourquoi est-ce que je ne le vois plus? Pouf, pouf, pouf. Ah, il y a encore du monde à arriver. Admission. C'est une sacrée gestion, les visios comme ça. Voilà, c'est bon, je vois de nouveau le chat. Voilà, et si certains nous rejoignent sans avoir été inscrits au préalable, n'hésitez pas dans le chat à m'envoyer leur adresse email que je puisse après leur envoyer éventuellement des informations. Un replay sera-t-il disponible? Oui, tout à fait. Il y a un enregistrement normalement qui est en cours et je pourrais vous l'envoyer sans difficulté. Voilà pour la petite introduction. On va pouvoir démarrer sur les outils. Alors, oui, je vais peut-être me présenter quand même. Donc, je m'appelle Anne-Hélène Amonique, je suis la fondatrice de la société Facilo. Je fais partie donc de l'incubateur du barreau de Rennes. Et donc, Facilo permet aux avocats d'améliorer donc leur performance. Donc, je ne travaille qu'avec des cabinets d'avocats. Et l'objectif, c'est que vous puissiez produire mieux au moindre coût, c'est-à-dire être mieux organisé dans les équipes, avoir les outils appropriés et encore plein d'autres choses. Et également vendre plus de missions en améliorant votre offre et votre communication. Voilà. Tout ça pourquoi? Pour générer une rentabilité qui parfois est un petit peu n'est pas optimale par rapport en tout cas à l'effort qui est fait. Parce que pourquoi? Les outils et les méthodes ne sont pas mis en place, tout simplement, que ce soit à l'université, à l'école d'avocat, etc. On apprend à faire du droit. Vous apprenez vous apprenez votre métier d'avocat, mais finalement, vous apprenez à très peu le fait de devenir manager, de devoir gérer des ressources humaines, de la communication, de l'informatique et tout ce qui va avec. Donc voilà. Je suis là pour vous accompagner et je propose dans ce cadre-là un atelier qui est offert pour découvrir justement la démarche pour y remédier. C'est offert. Voilà pour la présentation assez succincte. Donc, les outils qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui, il y en a plusieurs. Donc, il y a Office Lens qui est un scan, il y a des gestionnaires de mots de passe, des outils de chat, de visio, enfin voilà, je vais vous détailler un petit peu tout ça. Trello qui est un outil de gestion des tâches. OneNote pour prendre des notes et Booking, c'est un outil pour permettre à vos clients et interlocuteurs de prendre des rendez-vous directement en ligne. C'est connecté avec les agendas. Voilà la liste des outils qu'on va découvrir aujourd'hui. Si cela vous convient et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. C'est bon pour tout le monde? Alors, allons-y. Alors, le premier outil donc s'appelle Office Lens. Alors, ah si, un truc que j'ai pas dit, la liste des outils que je vous présente, j'ai pas vocation à vous dire que c'est forcément les meilleurs outils.
Simplement, je fais énormément de tests d'outils depuis des années et ce sont simplement les outils que moi j'utilise au quotidien. C'est ceux que j'ai retenus. Mais j'ai pas d'action pour en parler. Je suis pas payée ni rien. Donc voilà, c'est simplement ceux que j'utilise, mais bien évidemment, il en existe beaucoup d'autres qui sont certainement très bien. Voilà, je préfère préciser pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Vous en avez d'ailleurs certainement d'autres que ceux-ci. Et faut pas hésiter d'ailleurs à les citer, à les partager avec les autres participants. Donc Office Lens, en fait, c'est une application qu'on installe sur le smartphone. C'est particulièrement utile en ce moment alors qu'on est éloigné du cabinet d'avocat physique, puisque parfois on peut avoir besoin de signer un document ou ça peut être un reçu, un justificatif d'achat, etc. Et l'idée, c'est de pouvoir, avec simplement une application, prendre une photo du document. Donc l'application, elle existe pour smartphone, quel que soit le système d'exploitation. On prend en fait le document en photo et le logiciel va redresser, recadrer la photo. Il va convertir notamment en PDF, ce qui est particulièrement utile puisque souvent, quand on prend une photo, déjà, il n'est qu'au format image. Là, ça permet de générer un PDF, ce qui est plus facile dans la communication avec les clients et les tiers. Et ça peut aussi enregistrer les images dans OneNote, dont je vous reparlerai plus tard. Mais ça permet, voilà, vous avez par exemple, vous allez faire une course, alors bientôt, vous avez un ticket de caisse, eh bien, est-ce payant? Non, c'est gratuit. Je réponds à la question. Vous avez un ticket de caisse, vous pouvez tout simplement en faire un scan direct depuis vos smartphones. Vous l'enregistrez dans un répertoire au fur et à mesure et à la fin du mois, vous prenez tous vos justificatifs et vous les envoyez à la compta. C'est plutôt pratique. Vous pouvez aussi prendre en photo de la même manière des cartes de visite, des tableaux. En réunion avec les clients, vous avez pris des notes sur un paperboard. Vous prenez une photo, pareil, ça redresse, ça recadre. Vraiment, la qualité est assez intéressante. Je m'en sers beaucoup et ça fonctionne très, très bien. Alors, encore une fois, il en existe beaucoup d'autres. Mais en mobilité ou même à moi à la maison, je n'ai pas forcément de scan depuis le début du confinement et je me sers de ça. Alors, petit bémol, bien sûr, ça fonctionne avec 1 ou 2 pages. Si vous en avez 30, ça va être plus compliqué. Ça va prendre du temps. Mais vous pouvez, ceci dit, générer un PDF de plusieurs pages. Un PDF de 2-3 pages. Vous prenez 2-3 photos, il les assemble et ça vous génère un document. Voilà pour le premier outil. Est-ce que vous avez déjà des questions sur ce scan? Non? Certains d'entre vous connaissaient peut-être? Non? Bon, bah voilà. Alors, on va parler de la gestion des mots de passe. Alors, c'est une vraie problématique récurrente dans toute société et dans tout cabinet d'avocats. Les pires mots de passe en 2019, alors vous allez voir, la liste est assez simple. Elle n'évolue pas beaucoup d'année en année, parce que ça fait quelques années que je suis la liste. Ça fait certains remontent dans la liste ou descendent dans la liste d'année en année. Mais globalement, on retrouve quand même toujours les pires mots de passe avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, password, I love you. Enfin, comme vous le voyez, les mots de passe sont généralement assez basiques et c'est assez problématique. Alors en plus, aujourd'hui, on utilise tous, du fait du confinement, des outils numériques encore plus que d'habitude. Et utiliser des mots de passe comme ça pour la gestion des dossiers, pour la boîte mail, pour tout ça, ça devient quand même très, très compliqué. C'est une vraie faille de sécurité pour les cabinets et pour les données des clients, ce qui est quand même un point important dans les cabinets d'avocats. Donc ça, déjà, si c'est ce que vous faisiez jusqu'ici, je vous conseille de changer les pratiques. Et justement, je vais vous proposer des choses aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est un bon mot de passe? Un mot de passe, il doit être long, déjà. Ça, c'est le premier critère. Il doit être complexe, c'est-à-dire des chiffres, des lettres, des caractères spéciaux. Je vous donne une astuce pour créer un mot de passe complexe. Ça peut être de prendre une phrase. Par exemple, je crée un mot de passe super sécurisé, plus de 12 caractères et 4 types différents. Ça permet de créer le mot de passe, alors JCUM, voilà. Donc, vous pouvez comme ça retenir une phrase et vous générer un mot de passe qui sera aléatoire. Ça, c'est la petite astuce, voilà. Le mot de passe doit être… Pardon?
Ah, j'ai cru que quelqu'un avait posé une question. Hop. Le mot de passe doit être anonyme. Donc, vous oubliez la date de naissance, le nom de votre chien, le nom de vos enfants. Ça, c'est pas bon. Hop. Et il doit être unique. Et c'est là souvent qu'il y a aussi une difficulté, c'est comment, à l'heure où on a beaucoup d'outils numériques, à l'heure où on va beaucoup sur les plateformes de e-commerce, comment faire en sorte d'avoir un mot de passe unique pour chaque usage. Ça, sincèrement, en se basant sur sa seule mémoire, à mon sens, c'est quand même très compliqué. D'autant que maintenant, si je prends les sites de e-commerce, certains veulent 8 caractères et pas de chiffres. D'autres veulent 12 caractères, mais pas de numérique, pas de caractères spéciaux, pardon, et ainsi de suite. J'imagine que vous avez été confronté aussi à ça. Je ne sais pas comment vous faites aujourd'hui, mais en l'occurrence, il existe 2 outils qui fonctionnent bien. J'en ai un privilégié, mais je vais vous dire après. Le lien que je vous propose, je peux peut-être faire quelque chose. Donc, vous pourrez aller voir sur le site de la CNIL, il y a aussi des conseils pour choisir. Par exemple, si vous utilisez des mots de passe, là, c'est la vitesse avec laquelle le mot de passe que vous utilisez habituellement sera ce qu'on appelle craqué par quelqu'un qui voudrait le trouver. Donc, je ne sais pas où vous vous situez, mais par exemple, si j'ai un mot de passe de 8 caractères avec juste des nombres, eh ben, il sera craqué instantanément. Voilà. Donc, vous voyez que pour avoir un bon mot de passe, il faut bien qu'il soit long, qu'il mélange des chiffres, des caractères spéciaux et des lettres. Le premier outil donc, que je vais vous présenter pour gérer ces mots de passe, ça s'appelle KeePass. C'est un logiciel libre. De ce fait, il est gratuit. Il faut le changer tous les ans. Le mot de passe, hein, c'est ça la question, Gwenelle? C'est bien de changer régulièrement les mots de passe. Après, si vraiment vous avez un mot de passe unique, complexe pour chaque utilisation, c'est moins nécessaire. Donc, KeePass, c'est un logiciel qui est très sécurisé. En fait, il s'installe par exemple sur votre ordinateur et il va vous générer des mots de passe aléatoires pour chaque usage. Et ensuite, vous allez pouvoir les enregistrer, les utiliser. Ça fonctionne très bien. Je mettrai donc, avantage, c'est très sécurisé. Je crois que c'est d'ailleurs celui qui est recommandé par l'ANSSI. Inconvénient pour l'avoir utilisé pendant longtemps, c'est que l'interface n'est pas très, on va dire, ergonomique. C'est pas l'outil le plus looké qui soit. Bon, voilà. Et surtout, la difficulté que moi je lui trouve, c'est en termes de mobilité. Ça veut dire qu'il est enregistré sur votre ordinateur ou sur votre serveur. De ce fait, vous n'y avez pas accès depuis votre smartphone ou à la maison. Et ça, c'est quand même assez complexe aujourd'hui, à une époque où on a tous plusieurs appareils. C'est la raison pour laquelle mon petit chouchou, on va dire, celui que j'utilise depuis quelques années et qui fonctionne très bien, ça s'appelle Dashlane. C'est le seul outil que je vais vous présenter ce matin pour lequel je recommande une version payante. Voilà, tous les autres sont gratuits, mais celui-là, c'est payant. Donc, c'est fait par une société. Alors, ils se disent en toute sincérité, ils se disent français, mais c'est aux États-Unis. Alors, c'est créé par des Français, mais j'ai l'impression que c'est un peu basé aux US quand même. Donc, voilà. Ceci dit, donc, ça saisit automatiquement les mots de passe, les coordonnées, les informations. Donc, en fait, c'est un coffre-fort numérique dans lequel on va stocker tous les mots de passe. Comment ça fonctionne? En fait, on va avoir un mot de passe qu'on dit fort, c'est-à-dire un seul mot de passe qui, lui, va être très compliqué. Un peu à l'image de la phrase que je vous donnais tout à l'heure. Vous n'allez avoir à retenir qu'un seul mot de passe. Par contre, celui-là, il faut qu'il soit vraiment béton. À partir de ce mot de passe fort, vous allez accéder à votre coffre-fort numérique dans lequel vous retrouverez notamment tous vos mots de passe. Vous pouvez aussi intégrer des notes sécurisées, par exemple des informations, je ne sais pas, que vous donnent, je sais pas, des clients qui sont vraiment très sensibles, ou bien des informations sur votre système informatique, enfin ce que vous voulez, mais autre chose que des mots de passe. Il permet bien entendu donc de générer des mots de passe. Comme vous pouvez le voir sur la capture, on dit moi je veux 12 caractères, des lettres, des chiffres, des symboles, et à chaque usage, il va vous générer un mot de passe différent. Ce
qui est super, et je vais pouvoir vous le montrer, c'est qu'il auto-saisit les mots de passe et les formulaires. Je vais vous le montrer juste après. Ça, c'est assez magique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de faire des copier-coller pour quand on veut aller sur un site. Il remplit tout seul le champ login mot de passe. Ça, c'est un gain de temps au quotidien qui est quand même assez précieux. Quand on fait un achat en ligne, on peut avoir un reçu du paiement. Alors, ce n'est pas un justificatif comptable. Ceci dit, quand le comptable dit « Ah, il manque un achat sur telle plateforme le 3 janvier 2019 », vous allez quand même pouvoir retrouver à quoi ça correspond pour pouvoir derrière, voilà. On peut partager des mots de passe avec l'équipe ou avec les tiers. Ça, quand on travaille en équipe, c'est extrêmement précieux puisque souvent, quand on travaille en cabinet, on a accès à, je ne sais pas, une plateforme, par exemple, un cabinet qui ferait du droit des marques, il aura peut-être, par exemple, un accès commun à la base de l'INPI. Et il arrive fréquemment que quelqu'un change le mot de passe parce qu'il l'a perdu, parce qu'il l'a oublié. Il oublie de prévenir les collègues que le mot de passe a été modifié. Donc, là, l'avantage, c'est que le mot de passe, il est partagé avec toute l'équipe. Et si quelqu'un le change, il est changé automatiquement pour tout le monde. Donc ça, c'est quand même très bien quand on travaille en équipe d'avoir un endroit centralisé, sécurisé, les mots de passe pour tout le cabinet. Il y a des alertes de sécurité quand il y a des failles. On voit régulièrement dans la presse que tel site s'est fait pirater, ce genre de choses. Là, il vous prévient, attention, il y a une faille de sécurité. Pensez bien à changer votre mot de passe. Bon, il surveille le dark web, il y a du VPN, il y a des scores de sécurité où on vous dit que vous êtes bon, pas bon, etc. Il y a plein d'autres choses. Voilà. Pour parler du prix, pour être tout à fait transparente, donc il y a un accès gratuit qui permet d'avoir sur un seul appareil 50 mots de passe et qui permettent de tester l'accès premium pendant 30 jours. Donc, ça peut être un moyen aussi de tester l'outil. Ensuite, l'accès premium, il coûte 3,33 € par mois. Moi, à titre d'illustration, je l'ai pris pour ma famille parce que sincèrement, ça nous fait gagner un tel temps et une telle sécurité qu'une fois qu'on y prend goût, c'est quand même très bien. Et l'accès business coûte 4 $ par mois. Il permet pour l'administrateur d'avoir une console où on gère de manière centralisée les arrivées et les départs du cabinet. Ça, c'est très précieux aussi parce que l'on peut dire, voilà, demain, j'ai un collaborateur qui arrive, donc je lui crée le compte. Et surtout, si quelqu'un quitte le cabinet, on peut sécuriser les choses en disant, à partir de demain, il peut garder l'accès à ses mots de passe perso parce que, voilà. Par contre, tous les mots de passe du cabinet, il n'a plus l'accès. Donc, c'est quand même, en termes de sécurité, quelque chose d'intéressant. Voilà, je vais vous montrer concrètement. Alors, je vais changer le partage. Hop là. Je vais vous partager mon écran. Une page web. Alors, il ne faut pas que je me trompe. Pouf, pouf, pouf. Est-ce que c'est ça? Non. J'ai un doute. Alors, attendez. Oui, c'est ça. Est-ce que vous voyez la page web que je viens de vous partager? Oui. OK, donc là, je veux aller, par exemple, sur LinkedIn. Vous voyez, il me dit, alors sur LinkedIn, en l'occurrence, j'ai 2 comptes. J'ai mon compte personnel et j'ai le compte de l'incubateur. Si j'avais eu un seul compte, il ne m'aurait pas posé la question, il m'aurait connecté. Là, j'ai 2 comptes, un doute subsiste pour savoir quel compte il faut utiliser. Je dis que je vais me connecter avec celui-ci. J'ai juste besoin de cliquer dessus. Vous voyez, il remplit le login, le mot de passe et il m'identifie sans que j'ai besoin de faire plus de manip. Ça paraît peut-être un détail, mais quand on doit se connecter 10 fois par jour à des sites à droite à gauche, c'est quand même un vrai gain de temps et de sécurité. Voilà voilà ce que je peux vous dire pour Dashlane et pour KeePass. Est-ce que là-dessus, vous avez des questions? Moi, j'ai une question, Anne-Hélène. Quelle est la différence avec les reconnaissances digitales sur iPhone? Alors pour moi, c'est 2 choses différentes puisque
La reconnaissance digitale sur iPhone, ça va vous donner une. Alors déjà, qui est-ce qui a les. Alors, je ne suis pas une spécialiste en droit de l'informatique, je pense qu'il y a des gens qui participent qui le sont plus, mais qui est-ce qui, du coup, alors, je ne connais pas l'iPhone, mais qui est-ce qui possède du coup les données? C'est Apple qui stocke vos données? Bah, je sais pas. Ouais, je sais pas. J'imagine. Moi, par exemple, je suis un peu réticente à enregistrer les mots de passe dans Chrome, typiquement, que j'utilise, comme on le fait souvent parce que c'est quand même pratique. Si ce n'est, ça veut dire qu'on donne ses logins et ses mots de passe à Google. Et puis, si vous allez sur un autre appareil, est-ce que vous allez retrouver votre environnement? Parce que là, sur iPhone, vous l'avez, mais quand vous arrivez sur votre ordinateur, comment vous faites du coup pour retrouver le mot de passe? Bah, faut l'enregistrer à nouveau et une première fois et puis ouais. Voilà. Et donc, quand vous modifiez le mot de passe, vous l'avez à droite, à gauche. Donc, c'est l'avantage de Dashlane quand même, c'est qu'à un même endroit, vous avez tous les mots de passe de manière centralisée. Et puis on peut les partager aussi. Et on peut les partager, ça c'est extrêmement précieux. Ouais. On peut les partager avec son équipe, mais aussi à l'extérieur. Si je prends l'exemple de l'incubateur du barreau, avec Paul là, qui est présent, qui est le président de l'incubateur, on partage des comptes, le compte LinkedIn ou le compte Twitter, par exemple, de l'incubateur. On a tous les deux l'accès, on se le partage. S'il y en a un qui modifiait le compte pour une raison X ou Y, l'autre continue à avoir le mot de passe actualisé. Moi, j'ai une question. Oui. Merci. Donc, c'est dangereux de cocher la case se souvenir de moi, enfin, souvenir du mot de passe. La question, c'est à qui vous donnez vos données. Si vous faites ça, c'est Google qui possède vos données de connexion, en fait. Donc, tout dépend du niveau de protection que vous souhaitez apporter à vos données. Si c'est une plateforme e-commerce à titre personnel, bon, voilà. Si c'est des données sensibles du cabinet, moi, je préfère la solution coffre-fort numérique sécurisé. Peut-être, c'est Yanina qui parle. Une petite précision pour la question de Edwige. Sur KeePass, on peut faire la reconnaissance par empreinte digitale. Ça marche pas très bien sur les téléphones non Apple. Enfin, voilà. Et je te confirme, Anne-Hélène, pour l'avoir utilisé, KeePass, je trouve ça pas du tout. Ça donne pas trop envie l'interface et ça me convenait pas non plus. Enfin, je l'ai essayé un moment. C'est du logiciel libre, c'est très sécurisé. C'est pour ça que je préférais en parler. Voilà. Mais pour avoir utilisé les deux, je préfère vraiment Dashlane. Après, c'est un parti pris. Hein. Ouais, je le cache pas. Ok. Oui. Vous m'entendez? Bonjour. Bonjour. C'est Sabine, on ne me voit pas parce que je n'ai pas beaucoup de bande passante. Donc pas de souci. Bien sûr. Merci en tout cas beaucoup, Anne-Hélène. C'est très, très précis et très intéressant. Une question, je travaille avec deux portables, deux ordinateurs portables plus mon téléphone, smartphone. Si j'appelle Dashlane payant. Il y a quelqu'un qui doit être au téléphone derrière. Est-ce qu'il est possible de couper peut-être le micro pour qu'on puisse bien entendre Sabine, hein, s'il vous plaît? Merci. Pardon, Sabine, allez-y. D'accord. Est-ce que donc j'installe Dashlane sur mes deux ordinateurs portables et sur mon smartphone et ça va donc fonctionner de la même manière? C'est exactement ça. Moi, je l'ai sur mon ordinateur professionnel, personnel, sur mon smartphone et au même endroit. Alors, effectivement, je me connecte en plus sur mon smartphone avec juste mon empreinte. Hein. Et effectivement, j'ai de manière centralisée sur tous les appareils. On n'est pas limité en nombre d'appareils. D'accord. Donc, il vaut mieux faire ça et cesser d'utiliser l'enregistrement de Google. C'est ce que je vous conseille, tout à fait. Parce que c'est plus facile avec Google, mais finalement, c'est quand même on ne sait pas quoi. Tout à fait. On n'est pas limité en nombre d'appareils selon les licences, Anne-Hélène? De mémoire, non. Mais je me trompe peut-être. Moi, j'ai jamais atteint cette limite, en tout cas. Donc, oui, c'est pas grave. C'est plus pour les gros cabinets où il va y avoir beaucoup d'outils et beaucoup de partage de téléphone et d'ordinateur. Oui, mais normalement, tu as comme chaque utilisateur a son propre compte, c'est pas forcément un souci, je pense. Ok. L'outil suivant que je vais vous présenter s'appelle Trello. Est-ce que vous voyez bien mon écran avec Trello d'affiché? Ok, super, merci. Alors, Trello, c'est basé sur le principe du Kanban. Écoute.
Donc, ça vient du japonais. Alors, vous le voyez peut-être à l'écran, je ne vais pas vous le dire parce que je ne sais pas lire le japonais, mais ça veut dire étiquette. Et c'est une méthode qui a été créée pour l'entreprise automobile Toyota. Dans les années 50, ça a été repris ensuite dans les sociétés d'informatique et puis aujourd'hui, c'est utilisé par à peu près tous les secteurs. Voilà, les 5 principes pour faire très court du Kanban, c'est on visualise, on limite le nombre de tâches, on a une gestion de flux, il faut avoir un objectif partagé et l'amélioration continue. Je passe assez vite sur la théorie parce que vous pourrez vous taper Kanban sur Internet, vous retrouverez tout ça très bien expliqué et tout. Ce n'est pas l'objet de mon propos de vous faire un cours de théorie. Je vais plutôt vous montrer l'outil concrètement, comment on peut l'utiliser. Ça me semble être le plus pertinent. Alors, en fait, comme vous le voyez, on met un certain nombre de colonnes. Alors, moi, j'ai dans mon organisation personnelle, mais les colonnes, on peut en faire ce qu'on veut. J'ai mis une colonne à faire aujourd'hui, à faire cette semaine, à faire la semaine prochaine, en attente d'un tiers, et ainsi de suite. Ça, c'est l'organisation, c'est la mienne. On peut très bien en imaginer une autre selon les besoins. Ensuite, on va mettre un système d'étiquettes, un peu comme vous auriez sur un panneau papier des post-it, sauf que c'est virtuel, dans lesquels on va pouvoir mettre un certain nombre d'informations. En fait, le principe est assez simple. Par exemple, je vais mettre une nouvelle carte. On va dire présentation du webinaire à faire aujourd'hui. OK. Et cette carte, au fur et à mesure, si j'avais voulu faire une organisation à faire en cours terminé, je peux ensuite la déplacer très simplement d'une colonne vers une autre. Vous voyez, c'est extrêmement simple. Trello, on peut on peut attribuer à des membres, c'est-à-dire que telle tâche, alors moi je suis toute seule sur mon tableau, mais telle tâche, je veux l'attribuer à telle personne de l'équipe. Vous voyez ici, je pourrais choisir d'autres personnes si j'en avais d'autres. On peut aussi mettre des étiquettes, comme là, moi, mon organisation, le jaune, c'est mes idées, le rouge, c'est ce qui est urgent, le violet, c'est pour les clients, et ainsi de suite. On peut choisir des dates limites. Moi, par exemple, j'avais mis pour la démo aujourd'hui une échéance à midi 26. Donc, à midi 26, je vais avoir une alerte pour me dire « Attention, tu as cette tâche à faire ». Ce qui est bien en Trello, c'est qu'on peut mettre des checklists. Comme vous voyez, j'en ai mis une ici. Donc là, par exemple, c'était pour vous donner l'exemple. Ce qui est bien, c'est que l'enregistrement est automatique. Pas besoin de sauvegarder quoi que ce soit. On peut mettre, donc j'ai dit les checklists, j'en ai parlé. Étiquette, j'en ai parlé. Date limite, j'en ai parlé. Collaboratif ou personnel, c'est-à-dire que je peux avoir par exemple un tableau qui m'est propre, qui m'est personnel. Et je peux avoir à côté un autre tableau qui est collaboratif avec le reste de mon équipe. C'est tout à fait possible. Ça se partage de manière très simple. Et enfin, c'est gratuit, ce qui est un argument non négligeable. Pardon? Ah, j'ai cru entendre une question. Vous avez une alternative dans la suite Office pour ceux qui utilisent la suite Office 365 qui s'appelle Planificateur. Je le teste moi depuis quelques semaines, cependant je le trouve moins abouti que Trello, voilà, en toute transparence. Et puis, bon, il y a plein d'autres choses. On peut, par exemple, insérer facilement des photos, des liens. Enfin, voilà. On peut faire plein d'autres choses. Mais vous voyez, c'est assez… Hop là, il y a quelqu'un qui arrive. Voilà. Vous voyez là, par exemple, j'avais mis photo pour site internet. J'avais mis une image de manière très simple et ainsi de suite. Donc, voilà comment fonctionne Trello très rapidement. Est-ce que vous avez des questions aussi bien sur l'organisation que sur l'outil, etc. Ou pas? Moi, j'avais une petite question. En fait, d'après ce que je comprends, Hélène, c'est sur mesure. On a plusieurs options. On crée ça sur mesure en fonction de nos besoins. Tout à fait. Est-ce qu'il y a quand même un cadre de base pour nous permettre de démarrer?
Alors, il y a des exemples effectivement de tableaux qu'on peut trouver. Trello propose des trames un peu de base sur lesquelles on peut partir. Tout à fait. Après, moi, je pourrais aussi vous partager, si vous voulez, cette trame-là. Je l'ai créée exprès pour ce matin, donc je peux aussi vous l'envoyer si vous le souhaitez. Et puis, en tapant sur Internet, par exemple, idée Kanban, voilà, vous trouverez plein d'organisations possibles. Moi, j'ai tâtonné un petit peu au début. Je l'ai essayé en papier. J'en ai un derrière moi d'ailleurs, mais bon, il n'y a pas la mobilité, il n'y a pas le collaboratif. J'ai essayé le à faire en cours terminé. Et finalement, je suis passée à faire aujourd'hui, à faire cette semaine. Donc, au début, on tâtonne un petit peu. Ce qui est bien important en termes de méthode, plus que d'outils, c'est de bien partager l'objectif avec l'équipe et des règles communes, pour que tout le monde sache à peu près comment on va fonctionner avec le tableau et que ça ne parte pas dans tous les sens. Sinon, ça peut devenir assez vite ingérable. Mais l'outil est assez intuitif. On peut, Et mon voyez, autre question, c'était de savoir si effectivement, moi, je le mets en place. Est-ce que les modifications me sont réservées? C'est-à-dire que le reste de l'équipe le consulte, mais ne peut pas modifier le tableau? Alors, à ma connaissance, enfin, moi, l'usage que j'en ai eu en tout cas, c'est que tout le monde pouvait modifier. Après, il est possible que dans les paramètres, on puisse verrouiller certains critères de modification. J'ai pas la réponse en tête. Moi, l'usage que j'en ai fait, c'est tout le monde pouvait modifier. D'accord. Okay. Mais peut-être que dans les paramètres, il faudra regarder, on peut verrouiller certaines choses, c'est possible. D'accord. Et donc, il y a des systèmes d'alarme, etc. Tout à fait, exactement. Super. Tout à fait. Merci. De rien. Vous avez peut-être. Oui, Madeleine, s'il te plaît. Pardon ? Est-ce que vous avez testé d'autres outils qui ne vous ont pas satisfait? Sur le même principe ? Oui. Certainement. Alors, comme je disais, planificateur dans Teams, je suis en train de le tester depuis quelques semaines. J'y reviendrai, notamment quand je parlerai de Teams. C'est pas mal, mais clairement, c'est moins abouti que Trello. Mais j'en reparlerai quand je parlerai de Teams parce que moi, je l'ai intégré dans Teams. Il y a un outil dans le genre Iowa, vous avez regardé? Je l'ai testé vite fait, mais je ne me suis pas arrêtée plus que ça dessus, mais c'était il y a longtemps, donc ça a pu évoluer. Ok, merci beaucoup. De rien. C'est bon pour Trello? Vous avez peut-être d'autres questions? Non? Alors, ok. Je vais maintenant vous parler de Slack. Je vais vous partager si j'arrive à changer. Alors, hop. C'est un peu une gestion de vous partager les différents écrans sans s'y perdre. Hop là, partager. Donc, voilà. Est-ce que tout le monde voit Slack? Non. Non, pas encore? Alors, attendez. Ça va arriver. C'est en cours, ouais. Ok. C'est bon? C'est bon, oui, merci. Alors, le Slack que je vous présente, c'est en l'occurrence celui de l'incubateur, puisque c'est l'outil qu'on utilise au sein de l'association. Alors, Slack, tout comme Teams d'ailleurs, ce sont des outils qui ont pour vocation de limiter, voire supprimer les emails, par exemple en interne ou en tout cas en équipe. C'est-à-dire, ça peut être en interne dans un cabinet, ça peut aussi être au sein d'associations comme nous à l'incubateur. Comment ça fonctionne? En fait, au lieu d'échanger, donc vous connaissez tous le principe des emails, mais la difficulté, c'est que quand tout le monde répond à tout le monde, ça génère un volume d'emails très conséquent. Après, on n'a pas vraiment de lien dans les emails entre les premières réponses et les dernières. Enfin, on s'y perd assez facilement finalement dans la lecture et surtout, on est assommé d'emails. On en reçoit une quantité importante chaque jour. Et donc, ces outils comme Slack et Teams ont vocation à les limiter. Alors, comment ça fonctionne concrètement? En fait, les discussions sont organisées autour de canaux, comme on peut le voir là. Alors, ça ne s'appelle pas comme ça sur Teams, mais c'est le même principe, c'est-à-dire c'est des thématiques de discussion. Voilà. Là, par exemple, vous avez un canal pour atelier, un canal, vous voyez, qui est verrouillé, qui n'est pas accessible à tout le monde pour le bureau, un canal challenge, un canal général. Enfin, voilà, on met des thématiques. Et ensuite, on peut retrouver comme ça tout l'historique de ce qui s'est dit sur la thématique.
si je voulais mettre quelque chose, je mets test, hop, webinaire. Et instantanément, le reste de l'équipe va voir ce que j'ai pu poster. L'avantage, c'est qu'on retrouve l'historique, c'est classé par thème. On peut aussi faire du message direct si je veux écrire à une seule personne. Bien entendu, on peut le faire. Vous voyez en bas à gauche là. Voilà, on peut y intégrer du partage de documents. On peut y intégrer quoi d'autre? Plein de choses en fait. En fait, on peut intégrer d'autres outils dans Slack et dans Teams. Voilà, l'objectif vraiment, c'est de limiter les emails et de pouvoir classer par thématique et retrouver l'historique. Et puis, on peut avoir plusieurs Slack. Alors, moi, Slack, je l'utilise beaucoup à titre, on va dire, associatif. Du coup, j'en ai un pour l'incubateur, j'en ai un pour… Voilà, moi, j'en ai 4 ou 5 et je peux jongler comme ça de l'un à l'autre en fonction de mes besoins. Voilà ce que je peux vous dire sur Slack. Est-ce que certains l'ont déjà utilisé? Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Une question, Annelène. Ouais. C'est quoi la différence avec Front, du coup? Avec Front, Ouais, tu vois ce que c'est? ça me dit quelque chose, mais je ne le connais pas. Enfin, pas bien. Okay. Non, je regarderai. On peut en reparler. Moi, je Oui, pardon. Je l'ai utilisé professionnellement sur un réseau. Et c'est vrai que l'avantage par rapport à WhatsApp, c'est qu'en termes d'organisation, c'est quand même beaucoup plus clair. On retrouve l'historique des messages. Enfin, c'est bien. Ouais, ça permet vraiment de classer. La seule contrainte que j'y verrais au niveau d'une association ou d'une organisation, enfin, c'est que la contrainte, c'est qu'il faut vraiment que les gens s'y mettent, l'installent, par exemple. Alors, tout ce que je vous présente, quasiment, il y a des applis sur smartphone. Mais si tout le monde n'y est pas, ça veut dire que on voit bien à l'incubateur, tout le monde ne va pas sur Slack, donc du coup, tout le monde ne voit pas les messages. Donc, des fois, on double d'emails et finalement, on se retrouve à avoir un peu le bazar. Donc, il faut par contre que tout le monde joue le jeu. C'est un peu la contrainte que j'y verrais pour que ça fonctionne bien, c'est qu'il faut un consensus et que voilà, qu'un effort soit fait là-dessus. En tout cas, c'est écologique. Ça évite les chaînes de mails à rallonge et que sur une structure, on le voit bien dans le cas de l'association, on commence à être plusieurs dizaines maintenant. Ça évite d'avoir une chaîne de mails où chacun répond à cette chaîne de mails. Donc, ça se duplique aussi dans le cas d'un cabinet. Et c'est, d'un point de vue écologique, super. Parce que on le sait, les mails sont très lourds. Il y a toujours les pieds de page plus les pièces jointes. Ça permet d'échanger des documents donc, qui ne sont peut-être pas importants, ou du moins qui n'ont pas besoin d'être cryptés, de manière relativement simple. Et ça fonctionne très, très bien en équipe. C'est très utilisé notamment dans le milieu des développeurs informatiques pour avoir beaucoup d'agilité en termes de solutions. Donc, c'est facilement adaptable dans nos cabinets. Et en termes de protection de données personnelles, il se situe comment cet outil? Alors, en toute transparence, moi, au sein d'un cabinet, je lui préfère Teams. Il y a un webinaire que j'anime qui sera le 7 mai à 11h30. C'est un avis personnel, mais Teams, c'est un outil de la suite Office, au même titre que Outlook, Word et compagnie, qui utilisent déjà beaucoup de cabinets et où on peut au niveau des données perso avoir un certain niveau de sécurité. C'est la raison pour laquelle moi, personnellement, j'utilise Slack pour le monde associatif où il n'y a pas une question de données perso trop poussée, on ne parle pas de données clients, et je préfère Teams pour tout ce qui est information un peu plus confidentielle. Après, c'est un avis personnel. Hein. Je n'engagerai pas ma responsabilité là-dessus, mais voilà. Pour Teams, je vais passer assez vite dessus parce que justement, il y a un webinaire spécifique. En gros, Teams, pour faire très court, c'est la même chose que Slack, mais intégré à la suite Office, c'est-à-dire que c'est très bien connecté avec Outlook. On peut faire du travail collaboratif sur du Word. Il intègre un outil de visio
qui fonctionne très, très bien. On peut faire beaucoup de choses avec Teams, mais comme il y a un webinaire spécifique là-dessus la semaine prochaine, si ça vous intéresse, je vous invite à vous inscrire. Et puis, je préfère vous présenter d'autres outils parce que Teams, ça mérite qu'on y passe un peu de temps. Je trouve que c'est un chouette outil. Et pour la petite histoire, Microsoft a l'habitude de déployer quand même des outils assez régulièrement. Teams, c'est l'outil qui a eu le taux d'adoption par les utilisateurs le plus rapide et le plus conséquent et de loin. Ça a tout de suite plu aux utilisateurs parce que ça permet énormément de choses. Voilà. C'est OK pour ça. Hop. Alors, je vais vous partager un nouvel écran. J'ai voulu faire ambitieux, je vous partage plein d'écrans, mais ça vous permet de voir vraiment les outils plutôt que de rester juste sur un PowerPoint. Hop là. Est-ce que vous voyez l'écran le même écran que moi, c'est-à-dire OneNote? Oui. OK. Alors, OneNote, qu'est-ce que c'est? C'est un bloc-notes, tout simplement. Est-ce que tout le monde voit? Hop, je vais vous montrer le mien, il est moche, mais c'est pas grave. Voilà, vous connaissez cette chose de papier, il est en papier, un trieur. Eh bien, OneNote, c'est exactement la même chose, mais en version numérique, et donc mobile et potentiellement collaboratif. Comment ça fonctionne? De la même manière que dans un trieur, j'ai plusieurs onglets avec des pages, etc. Je vais retrouver cette organisation sur OneNote. Alors, je vais vous montrer mon OneNote perso, du coup, vous allez voir. Et moi, j'ai plein de bloc-notes, aussi bien pour mon activité professionnelle, mais aussi personnelle. Comme je pourrais avoir du coup plusieurs trieurs. Et dedans, j'ai des intercalaires. Donc là, j'ai un intercalaire OneNote, un mot de passe, scan, etc., dans lequel j'ai des pages et des sous-pages. Donc, ça permet de classer vraiment de manière assez poussée toutes les informations qu'on voudrait y insérer. C'est gratuit. Qu'on ait ou pas la suite Office, on peut l'avoir gratuitement, que ce soit sur l'ordinateur ou sur le smartphone. À quoi ça sert? Alors, on peut s'en servir en solo. Moi, ça, le bloc-notes, là, il est partagé avec personne. Et on peut aussi s'en servir en équipe, puisqu'on peut partager certains bloc-notes avec des personnes que l'on choisit. Moi, quand je travaille sur des projets avec des personnes, par exemple, là, j'ai un projet signature électronique, et bien, ce projet-là, il est partagé avec des personnes qui, en l'occurrence, moi, ne sont pas dans mon organisation, dans ma société. Mais on peut très bien le partager au sein d'un cabinet. Donc, on s'en sert pour prendre des notes de réunion, des notes quand on fait des recherches. On peut s'en servir pour faire une to-do list. Moi, je m'en sers beaucoup comme ça. Par exemple, au fur et à mesure de la réunion, je note toutes les choses qui sont à faire. Je partage avec l'équipe et ensuite, je mets des petites coches, comme vous voyez là à l'écran. Et au fur et à mesure que les choses sont faites, eh ben, on peut cocher les choses au fur et à mesure de leur avancement. Et comme je vais mettre des petites coches dans différentes pages, sous-pages, blocs, etc., ensuite, bien évidemment, je peux chercher tout ce qui est à faire dans tous mes blocs. Et là, il va me ressortir toute la liste des choses que j'ai à faire. Donc, ça fonctionne bien pour avoir une to-do list actualisée en temps réel. C'est très bien. Et donc, on retrouve les balises, comme je vous ai montré, à gauche via la loupe. Donc, on peut faire des affaires, on peut mettre des idées, on peut même détailler les affaires. C'est-à-dire que moi, à une époque, j'avais détaillé mes balises, j'avais mis affaires, mais j'avais mis aussi à voir avec l'associé, à voir avec la comptable, à voir avec, voilà. Et après, quand je voulais aller voir la personne en l'occurrence, je sortais la liste de toutes mes balises à voir avec le comptable et j'avais automatiquement une liste qui allait me chercher dans tous mes blocs-notes. On peut insérer plein de types d'informations dans une page. On peut insérer des tableaux de manière très simple. On peut insérer des vidéos en ajoutant seulement un lien. Donc là, j'ai récupéré un lien que j'ai trouvé, peu importe. Vous collez simplement l'URL et il vous ajoute la vidéo qu'on peut lancer directement depuis OneNote. Bon, je ne vais pas lancer la vidéo pendant 2 heures, mais vous voyez, il se lance directement dans OneNote. On peut faire des calculs. Alors, je l'ai fait, mais je vais vous montrer. Hop, bon, j'ai mis un truc, peu importe. Vous voyez, si je fais égal,
il fait le calcul en direct. Donc, ça sert un peu de calculatrice améliorée. Et on peut intégrer un tableur depuis Excel. Là, en l'occurrence, c'est des. Bon, j'ai fait n'importe quoi pour vous montrer, mais j'ai fait un tableur dans Excel. J'ai copié et je l'ai copié-collé tout simplement dans OneNote. Et puis, alors, je ne sais pas écrire avec une souris parce que ce n'est pas un ordinateur tactile, mais c'était simplement pour vous montrer qu'on peut faire du manuscrit aussi. Si en réunion, si certains ont peut-être dans leur cabinet des tableaux blancs numériques, des choses comme ça, c'est aussi possible. On peut prendre des notes, des graphes, ce qu'on veut. Donc, on peut vraiment insérer énormément de choses dedans. Il a un module de OneNote a un module de recherche qui est très poussé. Ça veut dire que je peux chercher n'importe quel mot, etc. Dans tous mes blocs, il va me le chercher, enfin, il va me le trouver de manière très simple. Parce que si aujourd'hui, vous prenez par exemple tous vos comptes rendus de réunion dans Word, c'est très bien, mais après la recherche, elle fonctionne bien, hein, mais elle va chercher dans plein de documents. Là, c'est vrai que la navigation entre les onglets, les recherches, c'est quand même très simple, c'est très fluide. Ce qui fonctionne bien aussi, c'est qu'il y a du versionning. C'est-à-dire que si je veux retrouver ce que j'ai tapé la semaine dernière ou la modification que quelqu'un a fait il y a 2 jours parce que quelqu'un a supprimé une ligne qu'il ne fallait pas ou que sais-je, automatiquement, on peut remonter à ce qui a été fait. L'enregistrement est automatique, donc ça, c'est quand même assez précieux de ne pas avoir besoin de penser à sauvegarder. Comme c'est un outil de la suite Office, mais qu'on peut avoir à part, hein, encore une fois, il est bien intégré avec Outlook. Ça veut dire que si je fais mon compte rendu de réunion, automatiquement, je peux l'envoyer par mail de manière très simple. Alors, petite astuce, bon à savoir pour ne pas se mélanger les pinceaux si jamais vous vouliez démarrer avec OneNote. Il y a 2 versions. Il y a une version, alors c'est pas très, je trouve ça un peu compliqué personnellement. Il y a une version programme et une version application. Je pense que leur objectif à la fin, c'est qu'il n'y ait plus qu'une seule version. Mais aujourd'hui, parfois, certains se retrouvent à installer sur un nouvel appareil et pas avoir le même look que sur un autre appareil, par exemple. En fait, selon qu'on prend le programme ou l'application, on n'a pas le même look. Après, dans les faits, ça ne change pas grand-chose, mais ça peut être un peu perturbant quand on démarre. Voilà, donc je préfère préciser. Et quand on crée son compte, il ne faut pas hésiter à l'enregistrer dans ce qu'on appelle le cloud. Pourquoi? Parce qu'on peut l'enregistrer uniquement sur le disque dur, ça fonctionne, hein, mais si vous faites ça, vous n'aurez pas le côté collaboratif et le côté surtout mobilité. Si vous l'enregistrez dans le cloud, moi par exemple, je suis dans les transports en commun, je me dis ah oui tiens j'ai telle chose à faire, je le mets sur mon smartphone et j'arrive au bureau, ça synchronise, je récupère l'information. Donc le fait de l'enregistrer dans le cloud, ça a quand même quelques avantages. Voilà ce que je peux vous dire de OneNote en mode très rapide. Parce que, voilà, encore une fois, on pourrait y passer du temps, mais est-ce que vous avez peut-être des questions? Moi, j'avais une question. Alors, peut-être ça concerne également les autres applications. Donc, c'est peut-être une question bête, mais le principe, c'est qu'on prend un abonnement en quelque sorte, même si c'est gratuit, et ensuite, on peut connecter plusieurs appareils dessus. Oui, tout à fait. Là, on a un compte et ensuite, on installe, par exemple, je le crée sur mon ordinateur. Ensuite, je vais installer l'application sur mon téléphone et avec le login, le mot de passe, je vais retrouver toutes les notes que j'ai tapées sur mon ordinateur. Tout à fait. Et c'est la même chose pour Slack et pour tout le reste. Merci. De rien. Et par rapport à Trello, donc, liste to-do, alors, tu en as plusieurs? Ouais, alors c'est 2 fonctionnements différents. Je vous présente les 2. Effectivement, en fait, il faut trouver l'usage qui vous convient, effectivement. Soit vous faites votre gestion la to-do list dans le OneNote, soit vous le faites dans le Trello. Vous ne faites pas dans les 2 parce que vous allez vous y perdre. C'est juste 2 fonctionnements différents. Je vous présente les 2. Mais effectivement, en fait, on dit que quand on déploie un nouvel outil, il faut à peu près, je crois que c'est 3 mois le temps d'adoption. Donc, effectivement, il faut éviter de trop se disperser et de mettre des informations un peu à droite, un peu à gauche, vous allez vous y perdre. Donc, il faut décider que, au moins pour tester, vous allez démarrer avec tel outil et vous y allez, vous l'utilisez, et puis peut-être qu'après, vous déploierez un autre. Voilà. Mais ne commencez pas effectivement à faire la to-do list dans OneNote et dans Trello, vous allez vous y perdre. Il faut faire un choix.
Je ne sais pas vous dire lequel est le mieux parce que c'est vraiment, je pense qu'il faut l'essayer. Moi, des fois, j'ai essayé un, j'ai essayé l'autre. Je trouve que les deux sont bien, sont pertinents. Tout dépend de vos besoins et de vos usages, quoi. Après Trello, j'avais le sentiment que c'était vraiment de la planification visuelle digitale, quoi, pour les équipes. Oui, OneNote, c'est vraiment de la prise de notes où on peut aussi avoir une gestion des tâches à faire qui peuvent être intégrées, comme j'ai dit tout à l'heure, un compte rendu de réunion où on peut mettre la liste des tâches à faire et puis il n'y a plus qu'à cocher. C'est deux choses assez différentes, mais commencez pas, à mon avis, à mettre des choses à faire dans les deux parce que vous allez vous y perdre, je pense. Ça vaut pour tous les outils, il faut en choisir un et s'y tenir. Complètement. Je vous déconseille de déployer tous les outils dont je vous parle dès demain matin à 8 h auprès de vos équipes. Vous allez les perdre. Vous y allez petit à petit. Et c'est pas le moment de les perdre. Et c'est pas le moment. Ouais, il faut prendre le temps avec les outils. Hein. C'est clair. Hop, et je vais terminer par un petit truc rapide. Je vais vous le partager parce que je vois le temps qui file. Alors, partager. La dernière chose que je voulais vous présenter, hop là, voilà. Ça s'appelle Booking. Alors, il existe des équivalents. Vous allez dire, je suis très suite Office, pas forcément. Enfin, je trouve que l'avantage de la suite Office, c'est que les outils se connectent très bien entre eux. Mais bien évidemment, encore une fois, il y a des équivalents proposés par d'autres solutions. Là, je vous présente au-delà de l'outil un fonctionnement que je trouve plutôt intéressant. Mais ce que je vais vous montrer là avec Booking, vous pouvez le faire avec d'autres choses, bien évidemment. Je sais par exemple que mon avocat le propose. Enfin, voilà. L'idée, en fait, je me suis rendu compte que dans les cabinets d'avocats, il y avait souvent parce que mon métier, c'est d'aider les cabinets d'avocats à être plus performants. Il y a souvent une grosse perte de temps dans la fixation des rendez-vous, quand il y a plusieurs interlocuteurs notamment. C'est-à-dire que l'assistante, elle va contacter un tel, lui demander quand est-ce qu'il est dispo, va revenir, ça va repartir chez un autre qui va dire « Ah non, moi, telle date, je suis plus dispo ». Bref, souvent, c'est un peu le bazar. Alors, on peut passer par des systèmes de doodle et compagnie pour que chacun puisse noter ses dispos, ça, c'est possible. Mais il y a une autre solution, c'est le fait de donner votre calendrier, entre guillemets, accessible à vos contacts et interlocuteurs. Alors, bien évidemment, avec ce système, moi, je l'ai déployé, c'est ce que vous voyez à l'écran. Mes contacts ne savent pas que je suis en rendez-vous chez telle ou telle personne, ne voient pas le détail de mon rendez-vous. Simplement, ils voient qu'il y a des plages horaires qui sont disponibles et d'autres qui ne le sont pas. Lorsque ça ne l'est pas, c'est parce que moi, dans mon agenda Outlook, j'ai bloqué un rendez-vous, mais bien évidemment, le détail n'est pas transmis. Donc, c'est connecté avec Outlook. Ça veut dire que quand moi, je mets un rendez-vous dans Outlook, automatiquement, ça bloque la plage horaire dans mon agenda en ligne. Par exemple, si vous vouliez prendre, je vous disais tout à l'heure, par exemple, que je proposais des ateliers offerts. D'accord ? Donc, c'est un service que je propose et je vous donne cet exemple parce que c'est ce que vous pourriez faire avec vos services, par exemple, pour vos clients. Moi, mon atelier, il dure 1h30 et il est gratuit. Donc, quelqu'un qui voudrait prendre rendez-vous, je vous invite d'ailleurs à prendre rendez-vous, il peut aller simplement dessus. Et là, hop, par exemple, je consulte mon agenda en tant que client. Je vois, le 5 mai, il y a un créneau de dispo à 9 h, tout simplement. Il clique dessus, il remplit son nom, son mail. Ça y est, c'est réservé. Il n'y a pas besoin d'appeler pour… voilà. Donc, c'est vraiment très, très simple. On peut proposer… moi, je suis toute seule dans ma société, donc les gens n'ont que mon calendrier. Mais si jamais j'avais une équipe, de la même manière, il y aurait l'agenda de la société et après, la personne pourrait choisir s'il veut rencontrer l'associé, le collaborateur, peu importe. Il pourrait avoir les calendriers de l'équipe comme ça, de mise à disposition. Et si vous avez plusieurs services, comme c'est mon cas, puisqu'on peut prendre un rendez-vous téléphonique, il y a l'atelier, mais en ce moment, je propose aussi avocat 30 minutes pour devenir serein, temps d'échange offert avec 2 experts pour prendre du recul sur la situation actuelle. Et c'est pareil, c'est un nouveau service qu'on propose pendant le Covid. Il est mis directement dans l'agenda. C'est un service. J'ai planifié que ça durait 30 minutes. Donc, les plages horaires proposées en tiennent compte. Quoi d'autre? Quand c'est alors là, c'est des rendez-vous visio, mais si c'était des rendez-vous physiques, je peux très bien dire que je me bloque une plage horaire 1 heure avant, 1 heure après pour intégrer le temps de transport.
derrière, on peut vraiment paramétrer plein de choses et on peut intégrer cet agenda sur son site internet. Moi, c'est ce que j'ai fait sur mon site internet. Les gens peuvent directement dans la page contact prendre rendez-vous en ligne. Donc, je trouve que c'est un service qui permet d'apporter de la transparence et faire gagner du temps aux clients comme au cabinet. Bien entendu, tout le monde ne passe pas par là. Il y a plein de gens qui passent des coups de fil pour prendre des rendez-vous et c'est très bien, hein. Mais l'idée, c'est de pouvoir simplifier les choses. On reproche parfois aux avocats d'être pas assez accessibles, pas assez, etc. Ça peut être un service que vous pouvez facilement mettre à disposition. Ceux qui disposent de la suite Office, c'est quelque chose qui est qui est gratuit, qui est inclus avec la suite Office. Et il en existe des équivalents. Ouais. Ça a l'air super et je regardais, ça m'intéresse. Est-ce qu'on peut filtrer le calendrier qu'on rend accessible, c'est-à-dire que semaine, je sais pas, 40, et du coup, les personnes peuvent par contre voir que les disponibilités de cette semaine, ou Oui, est-ce qu'ils voient nécessairement tout le… On détermine en fait un certain nombre de choses, c'est-à-dire les horaires de travail. On peut dire, moi, je veux des rendez-vous que de 9 h à 17 h. On peut très bien dire, moi, le mercredi après-midi, je ne travaille pas parce que je garde mes enfants ou parce que je ne veux pas rendre mon agenda disponible, tout simplement parce que je veux me bloquer du temps pour travailler sur du fond et pas mettre de rendez-vous le mercredi après-midi ou que sais-je. Je ne veux pas qu'il y ait de rendez-vous possible. On peut tout à fait. Et puis après, comme c'est connecté avec votre agenda, on peut très bien imaginer, je sais pas, vous partez en vacances, vous bloquez dans votre agenda, comme vous le faites peut-être déjà, hein, la semaine, et de fait, les gens ne pourront pas prendre de rendez-vous. Donc, on peut vraiment paramétrer pas mal de choses, c'est assez intéressant. Et c'est pas très connu. C'est vrai. Est-ce que vous avez des questions? Non? Une dernière question sur, Oui. est-ce que tu as un outil pour les cartes de visite tout à l'heure, tu l'as mentionné, ça m'a fait penser en lien avec Office Lens, mais si j'ai bien compris, tu le scannes uniquement et du coup, ça enregistre une image, mais il y a plein d'outils et j'arrive pas trop à trouver un que je trouve efficace qui permet tout de suite de transformer en contact. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Alors, je saurais pas te donner un nom parce que moi, j'utilise un CRM en fait qui propose cette fonctionnalité intégrée. Mais c'est un CRM qui n'est pas du tout spécifique avocat ou quoi que ce soit. Et effectivement, je scanne ma carte de visite et ça me crée le contact de derrière. Donc, j'ai jamais eu besoin de faire cette recherche. Hein, mais effectivement, Ouais. Il y en a plein, j'en vois. Il y en a plein, ouais. Et il y en a qui sont plus ou moins faciles après à transférer en fait les données. Tout à fait. N'hésitez pas, si vous trouvez un tel outil, à le communiquer à l'incubateur, par exemple. Ça pourrait être un bon moyen. Ça nous intéresse aussi quand vous avez des retours d'outils à faire sur des choses qui peuvent nous être utiles. C'est toujours intéressant de pouvoir les partager. Oui, mais là, je vous en présente quelques-uns. Bien évidemment, j'en ai plein d'autres. Je pourrais faire plein de webinaires. Mais voilà, il fallait… Sur la communication, il y a plein d'outils. Enfin, voilà, il existe énormément de choses. On pourra en faire d'autres si vous voulez, mais voilà. Désolée, on a un peu débordé sur le temps. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis à vos dispositions. Oui. Une question, Christelle l'a posée aussi. J'ai pas regardé le chat, pardon. C'est gratuit, j'ai entendu que… Vous m'entendez? Oui, je vous entends, oui. À partir du moment où c'est gratuit, j'ai entendu que ce n'était pas du tout sécurisé, puisque forcément, il y a une contrepartie. La gratuité, ça veut dire en échange de nos données. Est-ce que vous confirmez, vous infirmez? C'est parfois le cas, effectivement, mais pas nécessairement. Alors, par exemple, dans ceux que je vous ai cités, KeePass, c'est du logiciel libre. Donc, c'est gratuit parce que c'est libre, mais ça ne veut pas dire pour autant que ce n'est pas sécurisé. D'ailleurs, c'est ce qui est recommandé par l'ANSSI, qui est je le fais un peu vite, hein, mais qui est l'organisme un peu de sécurité, donc il n'y a pas de difficulté. Après, OneNote, c'est un outil de la suite Office, donc ils le mettent effectivement à dispo, mais ça reste Microsoft et la suite Office, donc normalement il n'y a pas trop de difficultés. Dans les outils que je vous ai cités, sincèrement, je ne crois pas qu'il y ait vraiment de difficultés. Après, il faut être vigilant, mais en règle générale, effectivement. D'accord. Et la plupart des outils sont compatibles avec Mac? Ceux que je vous ai cités, oui, tout à fait. Ouais.
Et quand vous dites qu'on peut intégrer Booking au site Internet, il faut que ce soit des sites Internet qui nous appartiennent, pas des sites Internet en location. Vous me comprenez? Site internet en location, c'est-à-dire Qui appartiennent à quelqu'un d'autre, quoi. On n'est pas obligé de passer par un… il faut avoir accès à l'interface d'administration pour pouvoir l'intégrer. Voilà. Donc, oui, tout à fait. Alors, je vois pas dans le… Alors, attendez, je vais essayer de retrouver le chat dans tous mes onglets, à moins que… Paul, je ne sais pas si tu as vu s'il y avait des questions. Hop, j'ai arrêté le Qui a partage. répondu dans le Ça y est. fil d'actualité. Je vois que le dernier commentaire de Anne sur licence libre égale code exposé, pas forcément gratuit. Effectivement, Oui, j'ai fait un peu vite, oui. Oui, alors la Ouais. licence libre n'est pas forcément gratuite. Tout comme la question de la sécurité de ces outils appelle plusieurs degrés de considération. Par exemple, effectivement, il y a une dominante RGPD, à savoir qu'est-ce qu'il advient de ces données. Donc, il faut savoir où sont hébergées les données. C'est le premier critère à regarder lorsqu'on utilise ces outils. Le fait de passer par un outil comme Microsoft, on sait que leurs serveurs sont quand même hébergés en France, ou du moins en Union européenne pour se conformer au RGPD, c'est déjà une première sécurité. Ça, il y a un premier volet. Ensuite, il y a l'aspect volet sécuritaire sur l'outil en lui-même. Bon, bah, est-ce qu'il y a des failles de sécurité? Ça, c'est très difficile de l'anticiper. Les outils qui ont été présentés aujourd'hui là, sont plutôt stables et des grosses machines, donc relativement bien sécurisées sur un aspect technique. Et enfin, si c'est gratuit, généralement, la contrepartie, c'est que vous acceptez, en vous connectant à l'outil, qu'il y ait un partage avec des partenaires commerciaux de ces utilisateurs. Donc, ce n'est pas forcément une faille de sécurité, c'est plus un accès que vous octroyez aux données que vous allez pouvoir échanger, ou notamment à vos données personnelles, en utilisant ces outils. C'est plus ça la contrepartie de la gratuité, plutôt qu'une faille de sécurité. Après qu'il passe, il est stocké sur votre ordinateur. Du coup, il n'y a pas d'accès. Je reprends rapidement les questions parce que je ne les voyais pas tout à l'heure quand je partageais mon écran. Est-ce qu'on peut imprimer les notes? Oui. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Tac, tac, tac. Non, je pense avoir fait à peu près le tour. Dites-moi si j'ai oublié quelque chose. J'ai une dernière question sur Booking. Si tu reçois une sollicitation de quelqu'un mais qui n'a pas forcément les outils de son côté, si tu lui envoies en retour, tu lui envoies quoi? Une sorte d'invitation à se connecter sur une interface et qu'il peut utiliser même si lui-même il n'a pas Suite Office, etc. Parce Alors, que le client qui n'est pas très habile, est-ce qu'il va… Alors moi, j'ai 3 types de rendez-vous. J'ai les rendez-vous physiques, forcément. Donc ça, la question ne se pose pas vraiment. J'ai des rendez-vous téléphoniques. Et pour les rendez-vous visio, en fait, j'ai intégré directement un lien. Quand la personne reçoit la confirmation, elle a directement dans l'email le lien de la visio. Donc moi, je passe par Teams. Et j'y reviens encore une fois. Et la personne, donc elle clique sur le lien. Après, il y a 2 solutions. Soit elle a l'application Teams, auquel cas elle se connecte via l'application. Si elle ne l'a pas, elle peut rejoindre la visio par une simple page web sans rien avoir installé. D'accord. Donc ça marche avec des gens qui ne sont pas forcément des stars de l'information. Moi, je l'ai fait avec des avocats. Je sais pas si ça… Pour le moment, j'ai pas eu de difficulté technique. Ok. Que ça peut être problématique, un client qui n'arrive pas à se débrouiller. Ouais, après, auquel cas, tu peux toujours passer un coup de fil et voilà, effectivement. Merci à tous et toutes pour votre participation. Merci Hélène, c'était super. Merci. Et puis, je vous enverrai un mail avec quelques infos. Donc, si certains n'étaient pas inscrits, n'hésitez pas à me laisser votre adresse en commentaire. Je me permets de compléter. On va lancer un cycle avec l'incubateur aussi de présentation de ces outils.